Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, amitié Chine-Djibouti ont célébré ce matin au Palais du Peuple avec le Premier ministre. Toujours dans l'actualité nationale, le ministre a présidé l'atelier de lancement des activités de la loi nationale sur les réfugiés. Et enfin, dans l'actualité internationale, Israël a tué plus de 100 Palestiniens depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, où nous verrons en fin de journal en Proche-Orient. C'était le titre. Merci si vous n'aurez jamais dit. Et je vous le disais à la une, l'amitié Chine-Djibouti ont célébré ce matin au Palais du Peuple la représentation des musiques par la troupe artistique chinoise du Ganzhou. Cette cérémonie a vu la participation du Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, la ministre de la Jeunesse et la Culture, l'ambassadeur de Chine à Djibouti, l'ambassadeur de Djibouti en Chine, ainsi que des corps armés et civils. Eh bien, la troupe artistique chinoise du Ganzhou ont présenté des belles danses musicales et traditionnelles, où je vous propose d'écouter. Autre actualité nationale, une cérémonie officielle s'est tenue aujourd'hui au ministère des Finances pour marquer le lancement du projet de gestion des déchets solides et la construction d'un centre d'enfouissement technique financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement. L'événement a réuni plusieurs autres personnalités, dont le ministre des Finances, Ilyas Moussdoualé, le ministre de l'Intérieur, la ministre des Affaires sociales, ainsi que le directeur général de l'Office des voiries de Djibouti et le directeur général de l'Agence djiboutienne de développement social. Ces projets d'envergure visent à moderniser la gestion des déchets à Djibouti en mettant en place des infrastructures adaptées et durables. La construction d'un centre d'enfouissement technique constitue une avancée majeure pour répondre aux défis environnementaux et sanitaires liés à l'accumulation des déchets solides dans le pays. Eh bien, ce projet s'inscrit dans une politique plus large visant à promouvoir le développement durable et à renforcer les capacités des institutions locales en matière de gestion des déchets. Il prévoit également des actions de sensibilisation, d'implication des populations pour assurer le succès et la pérennité de nouvelles infrastructures mises en place avec le soutien des partenaires techniques et financiers. Djibouti franchit ainsi une nouvelle étape vers une meilleure gestion des ressources et une amélioration des conditions de vie de ses habitants. Même direction. Et votre engagement à tous les trois dans ce dossier a été constant depuis le début. Nous espérons conserver votre soutien dans la durée parce qu'au fond, nous allons faire deux choses en même temps. Bien sûr, nous allons travailler sur l'aménagement urbain et le traitement des déchets et on a vu, les équipes nous ont présenté l'impact environnemental, social et sur la santé des populations. Mais nous travaillons aussi au développement de vos propres capacités. Écoutons à présent la ministre des Affaires sociales. Je suis vraiment aujourd'hui très honorée, encore une fois, d'assister donc à cette cérémonie de lancement du projet qui nous tient tant à cœur et surtout qui tient au président de la République parce que cette vision d'une capitale propre, cette vision d'une capitale belle est au cœur des fondements même économiques et sociaux de notre pays. On ne peut pas développer un pays si on n'arrive pas à gérer ses déchets. Et aujourd'hui, donc les directeurs et les équipes ici présents, des équipes des partenaires, mais également nos équipes ici, le directeur de l'Agence djiboutienne de développement social, mais également le directeur général de l'Office djiboutien des voiries, en tout cas de l'Office des voiries de Djibouti, prouve combien cette question était une question importante pour nous et une problématique que nous devrions régler. Ce que je voudrais rappeler ici, mesdames et messieurs, c'est que cette problématique a vraiment une intégration globale de toute la population.
Eh bien, voici les propos du ministre de l'Intérieur. Moi, donc, à mon tour, effectivement, de proclamer, effectivement, en disant que c'est également un honneur, donc, ce matin, pour moi aussi, d'être donc présent au lancement de ce projet aussi bien important, que l'a signifié et que l'a déclaré donc ma collègue donc, de la solidarité. Effectivement, c'est une question qui est cruciale, qui est au centre donc, du gouvernement, cette question donc, de la problématique des déchets. Un certain nombre donc, d'actions depuis un bon bout de temps sont menées donc, au niveau donc, de la capitale et au niveau donc, des chefs-lieux. Problématique de la finalité donc, de ces, du lieu où vont donc, terminer ces déchets reste toujours en suspens. Et au jour d'aujourd'hui, ce centre d'enfouissement technique est donc tombé à point nommé. Il sera bien sûr complémentaire avec un projet qui verra donc le jour également aussi bientôt, qui est le projet donc, de la biomasse. Ce centre d'enfouissement technique est vraiment représente une étape majeure donc, de notre stratégie de protection de l'environnement. Eh bien, comme je vous le disais, avec le soutien des partenaires techniques et financiers, Djibouti franchit ainsi une nouvelle étape vers une meilleure condition et gestion de ses ressources en amélioration des conditions de vie de ses habitants. Écoutons le ministre des Finances. C'est un projet de 16 millions d'euros qui va aller naturellement en plusieurs phases. Il y a eu un schéma directeur qui a été développé sur la gestion des déchets et nous espérons que ce n'est qu'une phase et une séquence de tout le processus par rapport à la gestion des déchets solides en République de Djibouti. C'est un projet qui non seulement va contribuer au bien-être de notre population, mais qui présente également des opportunités pour sauvegarder notre environnement, mais également et possiblement de créer des opportunités d'emploi et de richesse. C'est juste pour dire qu'on a besoin également, pas seulement de l'État, on a besoin du secteur privé, des investissements privés. Autre actualité nationale, cette fois-ci, autre atelier, c'est le lancement des activités de la loi nationale des réfugiés qui s'est tenu au Kempinski Palace. Ainsi, le ministre de l'Intérieur, en collaboration avec le ministère de la Ville et de l'Urbanisme et de l'Habitat, a organisé un atelier de lancement des activités liées à la mise en œuvre de la loi nationale sur les réfugiés. Cet événement s'est tenu à l'hôtel Kempinski. L'atelier a été présidé par le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nouhassan, et a vu la participation de la ministre de la Ville et de l'Urbanisme et de l'Habitat, les secrétaires généraux des deux ministères, la représentante du Banque mondiale, le secrétaire exécutif de l'ONARS et le secrétaire exécutif adjoint de l'ONARS, ainsi que le directeur général de la ROULOS. Cet événement a rassemblé divers acteurs, y compris des représentants des institutions, des organisations non gouvernementales, ainsi que des membres de la société civile. L'objectif de cet atelier est de renforcer la coopération et de sensibiliser les différentes parties prenantes sur les enjeux liés à l'accueil et à l'intégration des réfugiés à Djibouti. Au cours des sessions, des discussions constructives ont eu lieu sur les meilleures pratiques et les stratégies à adopter pour garantir le respect des droits des réfugiés tout en favorisant leur contribution au développement socio-économique du pays. Cette opportunité pour souligner un moment important dans l'histoire de notre institution, la célébration du 47e anniversaire de l'ONARS, fondée le 21 février 1978. Depuis près d'un siècle, l'ONARS incarne l'engagement indéfectible. Depuis près d'un siècle, l'ONARS incarne l'engagement indéfectible de Djibouti en faveur des populations vulnérables, apportant protection, dignité et espoir aux réfugiés et demandeurs d'asile. Ce parcours riche en défis et en succès est le fruit d'un travail collectif. Je tiens à rendre hommage à tous ceux qui ont contribué à faire de l'ONARS une institution phare dans le domaine humanitaire.
Toutefois, nous ne pourrions évoquer cet engagement sans rendre un hommage appuyé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, dont la vision et le leadership ont permis à Djibouti de s'imposer comme un acteur majeur en matière d'accueil et de protection des réfugiés. Eh bien, écoutons la représentante de la Banque mondiale. Avec un honneur particulier que je suis parmi vous ce matin ici, dans le cadre de cet atelier de lancement de la mise en œuvre de la loi nationale sur les réfugiés. Cet événement reflète l'engagement continu de Djibouti, reconnu pour sa générosité et son ambition d'intégration, donc à améliorer les conditions de vie des réfugiés et des communautés hôtes présentes à Djibouti. Le ministère de l'Intérieur, à travers l'ONARS, joue un rôle majeur dans la protection et le renforcement des droits des réfugiés. Grâce à son leadership, nous avons pu, ensemble, à travers le projet intégré de résorption des bidonvilles, le PIRB, financer la déclinaison et l'opérationnalisation de la loi nationale sur les réfugiés adoptée en 2017 et donc l'opérationnaliser en plan sectoriel. Le PIRB, soutenu par un financement total de 50 millions de dollars, dont 30 millions en dons de la fenêtre IDA, mise en œuvre par le ministère de la Ville, l'Urbanisme et l'Habitat à travers Arulos, vise à améliorer l'accès aux services essentiels et à renforcer les capacités institutionnelles. Les investissements dans les villages de réfugiés d'Aliadé et Kholkhol, qui abritent plus de 80% des réfugiés du pays, sont au cœur de ce projet. Suite à une large consultation avec les réfugiés et les communautés hôtes, ainsi qu'avec les autorités locales et les partenaires au développement, un programme d'investissement d'environ 2,5 millions de dollars est en cours de réalisation pour renforcer les systèmes d'approvisionnement en eau, améliorer la résilience aux inondations et connecter Kholkhol à la nouvelle gare ferroviaire. Eh bien, comme je vous le disais, cet atelier marque une étape significative dans la mise en œuvre des politiques inclusives visant à améliorer les conditions de vie des réfugiés tout en répondant aux besoins des communautés d'accueil. Écoutons la ministre de l'Habitat. Il m'est agréable aujourd'hui d'être présente au lancement de cet atelier qui porte sur la sensibilisation donc, des activités de la loi nationale sur les réfugiés. Comme vous le savez, la République de Djibouti, fidèle à sa tradition d'accueil et de solidarité, a franchi une étape cruciale en adoptant la loi nationale sur les réfugiés en 2017, laquelle a été promulguée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ainsi, cette loi témoigne de l'engagement du gouvernement djiboutien envers la protection des réfugiés et leur intégration dans notre société. Cette loi est alignée sur les instruments relatifs au statut des réfugiés. Elle s'inscrit dans le cadre d'action globale pour les réfugiés. Notre ministère, donc, à travers Arulos, pilote le programme national appelé Programme Zéro Bidonville, qui est une initiative du Président de la République. Un des axes principaux du projet qui est financé par la Banque mondiale et l'appui auprès de l'ONARS pour la mise en œuvre des activités relatives à la communication et la vulgarisation de la loi nationale sur les réfugiés. C'est ainsi que les investissements du programme Zéro Bidonville ont été étendus au-delà de la ville de Djibouti, en l'occurrence dans la région d'Ali Sabié, notamment dans les villages de Kholkhol et de Aliadé. Ces deux villages qui accueillent 77% des réfugiés installés dans notre pays donc, sont bénéficiaires de l'appui que le programme Zéro Bidonville apporte donc à ces deux localités. Les localités de Aliadé et de Kholkhol sont les premières localités à bénéficier d'un plan d'aménagement urbain piloté par le ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Eh bien, le ministre de l'Intérieur a souligné l'importance de cette loi comme un cadre essentiel pour la protection des réfugiés, affirmant l'engagement du gouvernement djiboutien à offrir un environnement sécuritaire et accueillant. C'est un honneur pour moi ce matin de prendre la parole aujourd'hui
à l'occasion de cet atelier marquant le lancement des activités relatives à la mise en œuvre de la loi nationale sur les réfugiés. Ce moment représente une étape clé dans notre engagement sans relâche à préserver et à protéger la dignité des populations qui sont forcées à l'exil. Mesdames et messieurs, sous la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Ismaël Omar Guelleh, le gouvernement de Djibouti a toujours mis la solidarité internationale et la protection des réfugiés au cœur de ses priorités. Ce principe profondément ancré dans nos valeurs culturelles et religieuses a été concrétisé par l'adoption d'une loi solide, notamment la loi numéro 159 de l'année 16, 7e législature, régissant le statut des réfugiés. Cette législation est en parfaite adéquation avec les principes du Pacte mondial pour les réfugiés et reflète les engagements pris par notre pays lors des forums mondiaux de 2019 et 2023. Bien sûr, nous sommes convaincus, par ailleurs, que l'élection récente de notre compatriote, M. Mohamed Ali Youssouf, à la tête de la Commission de l'Union africaine, favorisera la pacification de notre région et contribuera à la résolution des crises dans les pays voisins afin de freiner l'afflux massif de réfugiés. Direction le nord du pays où le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younous Al-Guedi, a présidé une réunion de concertation et d'information des parties prenantes du projet d'électrification du village d'Ora Adailou qui s'est tenu à l'hôtel Gadili de Tadjoura. Elle avait pour objectif la concrétisation et l'électrification de ces deux villages. Cette réunion a vu la participation des membres du gouvernement, du ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Moussa Helem, le ministre de la décentralisation, Qassim Haroun Ali, le secrétaire général de la primature, Nakib Abdallah Mohamed, des autorités locales, à savoir le préfet de Tadjoura, Mohamed Abbas, le préfet adjoint de Tadjoura, Habib Djilani, et le sous-préfet du village de Dora, Adailou, Abdallah Kamil, et Mohamed Hassan, un des représentants du PNUD. Il y a lieu de souligner aussi qu'il y a la participation active de la société Proxy Group et de Huawei, société chargée de la construction d'une centrale solaire dans les deux villages de cet événement. Le résultat attendu de cette réunion était la validation de l'électrification du village de Dora, du choix de l'emplacement du futur centrale solaire et sur l'état d'avancement des travaux sur le terrain. Sont aujourd'hui principalement concernés par le développement. La politique du président est tournée vers les régions le début de cette année et donc éventuellement il faudra renforcer toutes les capacités et l'étude surtout pour l'électrification. Aller vers le développement, c'est la plus grande chose qu'on peut rendre aujourd'hui à nos populations. Pour les régions du Nord, on peut prévoir aussi des projets de développement touristique. Je félicite pour ma part le ministre de l'Énergie parce qu'il n'arrête pas depuis l'année dernière de programmer des projets d'électrification rurale. Chacun de nous, on doit penser à construire les régions. En tant que primature, nous allons travailler avec vous main dans la main. Et Inch'Allah, je prie le bon Dieu pour que tout avance comme le président de la République le veut et comme vous allez le programmer, Inch'Allah. Eh bien, voici les propos du ministre de l'Énergie. Merci encore pour cette fructueuse réunion d'aujourd'hui qui a été très enrichissante. J'aimerais, moi, revenir sur deux aspects uniquement sur les projets en cours. Donc nous avons fait le choix de Dora. Dora était petite, c'est vrai, mais qu'est-ce que nous avions voulu? Nous avions voulu augmenter la capacité de Dora sur fonds propres. C'est pour cela que le gouvernement de Djibouti va investir encore 100 kilos. Ça fera 154 kilos pour le village de Dora, qui va fonctionner 24 heures sur 24.
Vous savez très bien que la société aujourd'hui, Huawei, est une société qui est à la pointe de la technologie. Nous avons aujourd'hui toute la technologie nécessaire et nous avons pensé aussi au futur pour le développement d'Ora. Nous savons très bien qu'à Adelou aujourd'hui, pourquoi nous avons mis 150 kg à Adelou? Nous savons qu'aujourd'hui, lorsque la centrale sera finie, il y aura d'autres habitations qui vont s'ajouter, il y aura d'autres maisons qui seront construites. Et parce que nous avons l'expérience de la Saïla. À Saïla, nous avons commencé 150 kg avec 300 ménages. Nous voulons que les villages soient très bien urbanisés, avec des routes qui sont bien établies pour la connexion électrique, l'eau, le téléphone et tout. Donc, qu'est-ce que nous demandons aux autorités locales? L'urbanisation, qu'elle soit faite avec des plans détaillés, avec la direction de l'urbanisme du ministère de la Ville et de l'urbanisme, pour pouvoir après connecter comme il faut ces maisons. Mais nous allons augmenter cette capacité. Qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? Nous voulons d'abord que les ingénieurs du ministère, mais aussi les techniciens des villages de Dora et de Adelou soient formés pendant la construction des deux centrales solaires par la société. Ça, c'est un point. Pour qu'ils aient la technicité et le savoir-faire de la centrale. La société, aujourd'hui, nous avons un cahier de charges qui a été bien établi. La société va nous accompagner durant la construction, mais aussi durant la pré-construction avec la production d'énergie. Il y aura une durée d'une année ou de 2 ans que la société va nous accompagner. Donc, c'est là aussi, c'est dans le cahier de charges qui a été fait avec la société Proxy Huawei. Donc, ne vous en faites pas. Nous allons former le maximum de techniciens et d'ingénieurs pour la pérennité des deux centrales. Nous demandons aux autorités locales de nous accompagner durant la phase de construction, que la société Proxy Huawei et les techniciens du gouvernement de Djibouti seront là et de veiller au bon déroulement des travaux qui vont se faire sur Dora et Adelou. Écoutons un extrait du ministre à la décentralisation. Défi mondial, parce qu'aujourd'hui, la politique du président de la République, c'est d'électrifier toutes les régions, et même les régions les plus reculées. Pourquoi? Parce que sans électricité, sans l'énergie, il n'y a pas de développement. Le groupe qui a été délivré à Dora, ça a été délivré par le ministère de la décentralisation. Et l'électrification a été faite par le ministère de l'énergie. Donc le ministère de la décentralisation est au premier plan pour le développement des régions et en premier lieu pour que toutes les régions, même les plus reculées, soient électrifiées, pour que toutes les régions soient au même niveau. Et l'électrification a déjà commencé, soit effective. Donc aujourd'hui, on peut dire que nous sommes en vitesse de croisière dans les régions pour l'énergie renouvelable et surtout pour l'énergie solaire. Et cela prouve quoi? Cela prouve qu'aujourd'hui, nous sommes en phase du développement des régions. Et ce développement se fait grâce à la politique du président de la République. Le projet a été initié par le ministère de l'Environnement avec l'appui du Fonds mondial de l'environnement, bien sûr aussi avec la collaboration du ministère de l'Énergie qui est le ministère focal pour tout ce qui est l'électrification rurale. Ces projets arrivent à un moment vraiment crucial pour notre pays où le président de la République, dans sa vision de 2035, a donné comme instruction d'électrifier tous les coins reculés du pays. Donc on a pu constater que le village de Dora a présenté plus de ménages à électrifier parce que ça dépendait de structure de ménage et d'adaptation. On a vu que beaucoup de ménages étaient en dur qu'on voulait. Donc le ministère de l'Énergie a apporté les suppléments de financement qui nous manquaient. Donc nous nous réjouissons parce que nous attendons encore d'autres financements. Ça, c'était des projets pilotes. Une vingtaine de villages ont été identifiés et listés par le ministère de l'Énergie. De là, on part vers le sud du pays, dans le cadre de ses missions régulières de l'état-major de l'armée djiboutienne, a poursuivi sa mission dans les localités de Koutoubouya,
et Sadel, accompagné du sous-préfet de la région, Assaela, et du chef de corps du régiment interarmé de Dikil. À leur arrivée à Koutoubouya, la délégation a été chaleureusement accueillie par les habitants qui ont exprimé leur reconnaissance envers les efforts des autorités militaires pour améliorer leurs conditions de vie. Cet accueil a mis en évidence la solidarité, la coopération entre les forces armées et les populations locales. Cette mission s'inscrit dans le cadre des efforts continus pour renforcer la sécurité, soutenir les communautés locales. Durant cette visite, l'équipe a échangé avec les habitants, les autorités locales, pour mieux comprendre leurs besoins et identifier les priorités. Dans le cadre de ces missions régulières, l'état-major de l'armée djiboutienne poursuit un travail essentiel pour assurer la sécurité, la stabilité et le bien-être des citoyens. Dans différentes régions du pays, récemment, une nouvelle mission a été menée dans les localités de Koutoubouya, Sadel, située dans la région de Assaela, et sous la direction du sous-préfet local et du chef de corps du régiment interarmé de Dikil. Rappelons que de leur arrivée à Koutoubouya, la délégation a été accueillie avec enthousiasme par les habitants de la localité. Ce geste d'accueil témoigne de la relation confiante et solidarité entre les forces armées et les communautés locales. L'armée et les habitants ont exprimé leur profonde gratitude envers les efforts déployés par les autorités militaires pour améliorer leurs conditions de vie. Un signe de clair, la reconnaissance de la population envers les initiatives visant à renforcer la sécurité et promouvoir des conditions de vie décentes de ces zones parfois vulnérables. L'objectif principal est de renforcer la coopération entre militaires, les autorités locales et de mieux comprendre les besoins réels des populations. Les priorités des habitants a été de mettre en place des actions concrètes pour améliorer leur quotidien. Des questions relatives à la sécurité, à l'accès aux services de base, aux infrastructures ainsi qu'à la gestion des ressources locales ont été au centre des discussions. La présence continue des forces armées dans ces zones reculées ne se limite pas aux missions de sécurité mais englobe également des aspects de développement humain. L'objectif était de garantir une sécurité durable tout en renforçant la résilience des communautés locales face aux défis socio-économiques de Koutoubouya. Autre actualité nationale, direction le sud du pays où le président du conseil régional d'Obok, M. Mohamed Ismail, s'est rendu à Adgueno. Dans son déplacement, il était accompagné par Madame la représentante de l'UNICEF, Bit Destel. La délégation s'est rendue dans cette localité, les plus reculées de la région d'Obok, et se trouvant, rappelons-le, au pied du mont Moussa Ali, afin de s'entretenir avec la population en difficulté. La délégation fut accueillie aux alentours par la population d'Adgueno, avec à sa tête le sous-préfet de Alali Doda, M. Mohamed Ali Umar. Au cours de ce déplacement, une rencontre a eu lieu avec les leaders communautaires, les femmes et les jeunes. Le président de la région et le sous-préfet et la représentante de l'UNICEF ont interpellé sur la situation de la problématique liée à la soif. Malgré la densité de la population, l'existence d'une école, la seule infrastructure de base, les habitants de Adgueno doivent faire une corvée pour ramener de l'eau. Cependant, le MINFOP, l'UNICEF, ravitaille la cantine scolaire. Les échanges ont également porté sur notamment les difficultés liées à l'accès, le manque d'une structure sanitaire, la malnutrition touchant les enfants. Les autorités et Madame la représentante ont assuré la communauté sur les efforts du gouvernement de la République avec les partenaires pour solutionner le problème d'accès à l'eau potable. Les démarches sont déjà entreprises pour débuter des études géophysiques afin de doter Adgueno d'un forage. Pour les questions liées à la malnutrition, les MGF et les violences faites aux femmes, UNICEF travaille avec les acteurs de la société civile issus de la communauté. Que aussi le gouvernement, c'est derrière cette idée de mettre l'eau bientôt ici et on va rester à votre côté pour fournir entre-temps et pour soutenir l'eau. Et ça, c'est vraiment le souci principal, j'ai bien compris. Aussi pour travailler avec vous par rapport à la nutrition, à la santé, et continuer bien sûr avec l'éducation à côté des autorités. Ça, c'est notre priorité. J'ai beaucoup aimé aussi votre déclaration de mettre fin à la pratique néfaste de MGF. C'est très mauvais pour la santé, mais pas seulement pour la santé, mais aussi pour le bien-être des femmes et pour toute la communauté. C'est produit sur la bretelle plutôt du quartier communément appelé Vietnam, impliquant un camion transportant un autre camion industriel. En effet, suite à un freinage brusque,
Le chargement a percuté le camion, causant des blessures au conducteur et le renversement du camion transporté. Pour plus de précisions, écoutons. On reste toujours dans le fait divers ou dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite. Des marchandises, une opération de saisie de cas de contrebande a eu lieu à l'école militaire de l'armée de Holhol. Rappelant que les équipes de la douane mobile et l'école militaire ont démontré l'engagement d'effectifs envers la préservation de l'intégrité économique nationale. Au cours de cette opération, les agents des équipes mobiles de la douane et de l'école militaire de l'armée Holhol ont réussi à interpeller environ 5 colis des 4. La saisie a été suivie d'une action immédiate sur le terrain où les produits saisis ont été incinérés, affirmant ainsi la détermination des pays à éradiquer ce fléau de manière décisive. La contrebande des 4 en particulier représente une menace sérieuse pour l'économie locale. Les agents des douanes et les corps militaires travaillent de concert pour démanteler ces réseaux illicites et protéger les frontières du pays contre ce commerce nuisible. Dans l'actualité internationale, Israël a également blessé 820 personnes et entravé des dispositions humanitaires essentielles prévues dans l'accord. Fadou Hussein. Salama Marouf a également accusé Israël d'entraver la mise en œuvre du protocole humanitaire lié à l'accord du cessez-le-feu. Il a précisé que la dernière victime a été enregistrée tôt vendredi dans la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza. Il a ajouté que depuis le début de l'accord le 19 janvier dernier, l'armée israélienne avait commis plus de 350 violations, la plus grave étant l'obstruction de l'aide humanitaire prévue par le protocole. Le Hamas a dénoncé des violations majeures de l'accord, notamment les attaques contre les Palestiniens, des retards dans le retour des déplacés vers le nord de Gaza et des restrictions sur l'entrée des biens essentiels tels que les matériaux d'abri ainsi que des carburants et des équipements nécessaires au déblaiement des décombres et à la récupération des corps. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.